Et bonsoir à toutes et tous dans ce nouvel atelier de la tribu Inspire the Change. Alors ce soir, nous avons rendez-vous avec Muriel Pichot depuis son coin de Bouc-Bel-Air en Provence. Vous, du coup, comme vous nous écoutez ou en direct ou en replay, vous pouvez nous écouter d'un petit peu partout dans le monde. Mais le sujet qui nous concerne est de toute façon universel, mondial, nous dirons, surtout dans l'actualité, qui est de comment booster notre immunité au quotidien. Muriel, je la connais depuis un petit moment et puis on s'est rencontrés mieux il y a 2 ans. Vous pouvez retrouver son interview sur la chaîne YouTube. Et ce soir, elle vous a préparé une présentation exprès pour vous. Voilà, donc je vais laisser la parole à Muriel. Et si tu veux faire un petit mot introductif de ton parcours, c'est as you want. C'est parti. Du coup, bonsoir tout le monde. Bonsoir Anne. Merci pour cette invitation. Alors, du coup, voilà, moi je me présente. Je suis naturopathe depuis 7 ans, presque 8 déjà. Donc, naturopathe suite à un changement de vie parce que je ne faisais pas du tout ce métier-là avant, mais de fil en aiguille, la naturopathie s'est imposée pour moi comme une évidence. Et donc, du coup, voilà, je reçois des patients à mon cabinet. Et j'avais envie de vous partager un petit peu un sujet qui est un petit peu d'actualité, qui est l'immunité. Voilà, on parle beaucoup de Covid en ce moment, mais bon, voilà, l'immunité, c'est quelque chose d'important qui n'est pas que en lien avec le Covid. Mais voilà, c'est pas mal d'avoir quelques notions de base par rapport à tout ça. Donc, du coup, je vais essayer de vous partager mon écran et ma petite présentation. Et puis, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers à la fin. Alors, donc, voilà, si ça marche. Et voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous voyez ma présentation? C'est parfait. Voilà. Donc, j'ai essayé de trouver un petit logo. Donc, j'ai appelé ça Immunise parce que du coup, ça permet d'avoir des mots qui sont faciles à retenir. Donc, voilà, ça va se présenter sur plusieurs axes, mais je vais vous expliquer déjà dans un premier temps ce que c'est que l'immunité. Je vais juste mettre ça. Voilà. Au niveau des objectifs de cet atelier, c'est de connaître les acteurs principaux de l'immunité et voilà, d'être en mesure de les appliquer au quotidien. Parce que c'est bien beau d'avoir des notions de théorie, mais si c'est quelque chose qui n'est pas pratique, pas applicable, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, les principaux acteurs qu'on va voir au fur et à mesure, c'est le sommeil, les vitamines, tout ce qui va être oméga 3, bouger, respirer, avoir une alimentation qui soit, qui puisse nous aider dans cette immunité et de voir l'importance qu'on apporte aux intestins et au foie et de voir les principaux minéraux comme le zinc qui sont des acteurs principaux de l'immunité. Donc, pour en revenir à la base, qu'est-ce que c'est que l'immunité? Ce sont les mécanismes qui permettent à un organisme de se défendre contre les éléments qui sont étrangers et qui vont les attaquer, comme des agents infectieux, des bactéries, des virus. Et voilà, grâce au système immunitaire qui va mettre en place en fait des systèmes de défense grâce aux lymphocytes et aux anticorps. Voilà, la réponse immunitaire, elle peut être soit au sein de nos cellules ou humorale, au niveau des tout ce qui est les humeurs, c'est les liquides qui entourent les cellules. Il y a 2 types principaux d'immunité, l'immunité acquise et l'immunité innée. L'immunité innée, c'est l'immunité qu'on a à la base, naissant, et l'immunité acquise, c'est une immunité qu'on fabrique au fur et à mesure. Par exemple, quand vous rencontrez une maladie comme la rubéole, vous l'attrapez une fois et après, votre système immunitaire le reconnaît et va vous éviter de tomber malade une 2e fois. C'est un petit peu cette immunité-là qu'on essaye de mettre en application avec les vaccins de manière plus ou moins efficace suivant les vaccins. Voilà. Quand un sujet est immunisé, dans le sang, on retrouve des anticorps qui sont spécifiques à une maladie particulière. Exemple, voilà, les anticorps contre la rubéole quand vous l'avez déjà attrapé dans la petite enfance. Après, l'immunité,
elle est là pour nous défendre, mais dans certains cas, elle va agir de manière pathologique. Donc l'immunité, le système immunitaire, au lieu de se retourner contre un agent extérieur, va se retourner contre des cellules qui appartiennent à notre propre corps. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle l'auto-immunité ou qui est responsable de maladies auto-immunes. Les principales lignes de défense, voilà, qui sont au nom de trois. Donc, on va partir de la base, qui sont les barrières. Donc, les barrières qui vont nous défendre contre les agents extérieurs sont déjà la peau. La peau est là pour nous protéger contre les virus, les bactéries. Tout ce qui va être les muqueuses, comme la muqueuse intestinale, les muqueuses au niveau des poumons, l'acidité de l'estomac, qui est là pour détruire aussi certaines mauvaises bactéries, et le microbiote. Donc tout ça, c'est vraiment la première ligne de défense qui doit être la plus importante. Ensuite, quand cette ligne est franchie, on a ce qu'on appelle l'immunité innée. L'inflammation, par exemple, quand vous faites piquer par un moustique ou autre, le corps développe une inflammation pour essayer de réduire l'impact de la piqûre. On a un certain nombre de facteurs de transcription comme NF-kappa B, l'histamine qui se mettent en place pour permettre de défendre contre les pathogènes. Et ensuite, tout le système comme les cytokines, les immunoglobulines, l'histamine, qui sont là au niveau acquis et qui ont ce qu'on appelle une mémoire et qui sont capables de reconnaître certains agents qui ont déjà été en contact avec notre système. Alors, l'immunité, je vous ai montré un petit schéma qui est un petit peu compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'immunité, elle a plusieurs phases. Une première phase d'initiation, où c'est la rencontre avec l'agent pathogène. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui vont se mettre en place au niveau des macrophages, au niveau des neutrophiles, pour pouvoir détruire les agents extérieurs. Et ensuite, on a de la régulation de l'immunité, parce que l'immunité, si l'inflammation commence et ne s'arrête jamais, on va se retrouver avec un état immunitaire qui va être pro-inflammatoire. Ça, c'est problématique aussi chez certaines personnes où le système immunitaire s'emballe et ne revient pas à la normale. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des inflammations chroniques, des douleurs chroniques. C'est que le système immunitaire, il s'est déployé au début, mais n'a pas réussi à se stopper, à se calmer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut éviter quand la résolution n'arrive pas à se mettre en place. Du coup, je vais vous détailler les premières actions à faire pour entretenir votre système immunitaire qui puisse répondre de manière normale, pondérée et pas de manière excessive. Alors, la première des choses, c'est vraiment quelque chose qui est basique, c'est le sommeil. Voilà, le sommeil, il va aider le système immunitaire à fonctionner et à se reconstituer. Quand on a une mauvaise qualité de sommeil, on est plus sensible aux infections, aux virus, aux parasites, aux champignons. Le système immunitaire se répare, comme la digestion, toutes ces fonctions-là, en fait, ont besoin de temps de repos pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Donc, bien évidemment, les horaires de coucher, du lever doivent être les plus réguliers possibles. Et surtout, ne pas essayer ne pas dépasser 2 heures de décalage les week-ends. On a tendance à se dire, le week-end, je vais pouvoir dormir, je vais pouvoir récupérer. Le seul souci, c'est que ça entraîne un décalage de phase sur le reste de la semaine. Donc, que ce soit week-end, semaine, vacances, travail, essayer de respecter les rythmes les plus réguliers possibles. Voilà, pour que le système immunitaire ait le temps, que la détox ait le temps de se faire, que tout ce qui va être système de réparation puisse marcher pendant la nuit. Ensuite, on va voir un certain nombre de vitamines qui sont indispensables au niveau du système immunitaire. Donc, la principale vitamine, c'est la vitamine D, qui va avoir un rôle de régulation au niveau des défenses immunitaires. C'est la vitamine aussi de la tolérance. Comme on l'a vu tout à l'heure, le système immunitaire, il doit nous défendre en cas d'attaque, mais il ne doit pas devenir explosif, il ne doit pas s'emballer. Et la vitamine D, elle va réguler cette importance au niveau de la réaction inflammatoire. On l'a vu beaucoup au niveau du Covid. Les personnes qui avaient une vitamine D déficiente faisaient souvent des formes beaucoup plus graves au niveau du Covid.
Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre de manière régulière. Alors, la vitamine D, voilà, elle va avoir des actions directes au niveau des lymphocytes, des natural killers, qui sont nos globules blancs qui vont attaquer, qui vont manger les virus, les bactéries. Elle a une action aussi au niveau de la perméabilité intestinale, donc elle nous permet d'avoir des intestins en meilleure santé, en meilleure forme, et qui vont moins laisser passer justement des fragments de protéines ou de bactéries. En fait, c'est plus une hormone qu'une vitamine. Donc, elle a vraiment un système vraiment comme une hormone. On peut la synthétiser normalement grâce au soleil, mais on s'aperçoit que beaucoup de personnes sont carencées. Donc, c'est important d'en prendre quand même de manière régulière. Voilà, on en trouve aussi au niveau de l'alimentation, dans le foie de morue, les harengs, maquereaux, sardines, mais souvent, voilà, pas de manière suffisante. Donc, c'est vraiment une vitamine, moi, que je conseille de prendre de manière régulière. Il faut éviter les grosses doses aussi, comme certains médecins peuvent avoir tendance à donner Zimadé ou autres avec des doses 100 000, 200 000 unités une fois tous les 2-3 mois. Le corps régule beaucoup mieux des petites doses de manière quotidienne. La vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. Donc, en fait, elle est mieux assimilée en même temps que des aliments qui contiennent du gras. Donc, il ne faut pas la prendre à jeun le matin ou entre 2 repas. Il faut vraiment la prendre au moment d'un repas et directement dans la bouche. Il ne faut pas mettre les gouttes ou autres dans de l'eau, parce que sinon, ça va aller sur le bord du verre et elle ne sera pas bien absorbée. Ensuite, elle doit être métabolisée par le foie et par les reins pour être active. Donc, ça nécessite d'avoir un foie et des reins en bonne santé. Moi, au niveau du cabinet, je vois que beaucoup de personnes sont carencées si elles ne sont pas supplémentées. Et effectivement, on retrouve 70% de la population européenne qui est carencée en général. Carence soit par manque d'absorption, soit sur des personnes qui sont en surpoids. Effectivement, la vitamine D, comme elle est liposoluble, elle va aller se stocker dans le gras. Donc, plus une personne va être en surpoids, plus elle aura besoin de prendre des doses importantes de vitamine D. Donc voilà, on trouve plusieurs formes dans les compléments alimentaires, soit à base de l'anoline, qui est extraite à base du mouton, sauf que les moutons sont souvent impropres à la consommation après 2-3 ans. Donc, ça doit être une vitamine D naturelle, ce n'est pas forcément celle que moi je préconise. Je préfère la vitamine qui est issue du lichen, qui est un végétal, et au moins il n'y a pas de problème de maltraitance ou de souffrance animale. Et comme je l'ai dit précédemment, voilà, il vaut mieux la prendre de manière régulière, voire quotidienne. La vitamine D, elle a en fait un cofacteur, qui est la vitamine A. En fait, elles ont des récepteurs qui sont communs, donc c'est important de prendre ensemble de la vitamine D et de la vitamine A. La vitamine A, elle a une action de soutien, voilà, des neutrophiles, des cellules NK, qui sont effectivement nos petits gardiens. Elle est importante pour la vision nocturne, pour la cicatrisation des plaies. Et c'est un antioxydant puissant, voilà, qui va favoriser la pigmentation de la peau. C'est aussi une vitamine liposoluble, donc elle a besoin d'être prise pendant un repas qui contient du gras. On la retrouve dans le foie de morue, les œufs, le foie, le beurre, donc qui sont essentiellement effectivement des produits gras. On la retrouve aussi sous forme de provitamine A, donc, qui s'appelle le bêta-carotène, dans certains végétaux qui sont colorés. Vous voyez, le melon, abricot, les aliments qu'on retrouve essentiellement en été aussi, tout ce qui va être tomate, carotte. Et le bêta-carotène peut être transformé en vitamine A, donc principalement au niveau du foie, de la thyroïde, des intestins aussi. Elle est absorbée au niveau intestinal. Mais il peut y avoir, en fait, si vous avez une hypothyroïdie, donc une thyroïde qui ne fonctionne pas tout à fait, un foie qui ne fonctionne pas bien, il y a aussi ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques, donc en fait des petites anomalies au niveau de notre code génétique qui font que le bêta-carotène n'est pas très bien transformé en vitamine A chez certaines personnes. Donc c'est important de surveiller, de vérifier le taux de vitamine A. Surtout que le bêta-carotène, il y a des études qui montrent qu'il peut être toxique en excès chez les fumeurs. Donc, ne pas prendre de grosses doses de bêta-carotène quand on fume, parce que du coup, on se retrouve avec un effet inverse, qui est un effet vraiment plutôt toxique et du coup cancérigène. On augmente les risques de cancer du poumon chez les personnes qui fument. L'autre vitamine qui est hyper importante, c'est la vitamine C.
Donc, c'est vraiment la vitamine qu'on dit de l'immunité. Donc, les animaux, eux, savent synthétiser l'acide ascorbique, donc la vitamine C, et nous, on ne sait pas le faire. Voilà, donc il nous manque une enzyme, comme les singes, les primates, on n'est pas capable de synthétiser nous-mêmes la vitamine C. Donc, elle doit être absolument apportée par l'alimentation. Et on la trouve principalement dans les fruits et légumes. Donc, c'est important d'avoir une alimentation qui soit variée, colorée, pour avoir le maximum d'antioxydants et d'avoir cet apport en vitamine C. Parce que la vitamine C, voilà, elle est capable de booster nos défenses immunitaires, elle protège du stress oxydatif. Et on se retrouve avec des besoins accrus dans certaines situations, en cas de fatigue, d'infection, pour les femmes enceintes, les personnes plus âgées. Et dès que vous faites un petit peu d'activité physique, du sport en excès ou quand vous fumez, vous avez des besoins accrus de vitamine C. Et la vitamine C, du coup, elle est vraiment, vraiment importante pour nous protéger voilà, et au niveau de l'immunité. On va changer de classe de molécules. Donc, pour tout ce qui va être les oméga 3, les oméga 3, c'est du gras, c'est du bon gras qui va aider le système immunitaire à bien fonctionner, qui va aider à lutter contre les infections et qui va prévenir tout ce qui va être maladies dégénératives, cardiovasculaires, hypertension, les problèmes de peau, Alzheimer. C'est aussi une source d'énergie, mais le rôle qui est l'un des plus importants aussi, c'est le rôle au niveau de la structure, au niveau des membranes. Permet d'avoir une perméabilité au niveau des membranes pour que les membranes soient plus souples et donc faciliter les échanges au niveau entre les cellules, voilà, au niveau des récepteurs, au niveau du système nerveux donc, et au niveau des globules. Voilà, c'est hyper important. Et malheureusement, nous, l'alimentation moderne à l'heure actuelle, elle est beaucoup trop riche en oméga 6. Donc, on retrouve principalement dans le maïs, dans le soja, l'alimentation industrielle. Et le rapport oméga 3 sur oméga 6, normalement, on doit avoir un oméga 3 pour un oméga 6, avec une petite tolérance jusqu'à un oméga 3 pour 4 oméga 6, alors que l'alimentation moderne, on montre souvent un rapport qui peut aller juste de 1 à 6, voire jusqu'à 1 à 30 chez certaines personnes qui consomment essentiellement de la malbouffe. Alors, les oméga 3, il y a principalement deux formes qu'on va se retrouver. Donc, les oméga 3, donc c'est des petits noms un petit peu barbares. Je vais simplifier pour les appeler EPA et DHA. Et voilà, c'est ça qui va avoir des propriétés qui vont être anti-inflammatoires. On retrouve aussi des oméga 3 sous forme végétale. On retrouve principalement dans les huiles de colza, cameline et lin. Mais pour être actif, ça doit être transformé en EPA et DHA avec des enzymes spécifiques qui ne fonctionnent pas toujours. Voilà, pour les personnes âgées, les jeunes enfants, il peut y avoir effectivement des anomalies au niveau génétique. Donc voilà, on n'a pas toujours un apport suffisant en EPA, DHA sans supplémentation. Les huiles contiennent de l'acide alpha-linolénique, qui peut être le précurseur, et il y a certaines huiles qui sont un peu plus riches que d'autres, mais c'est important aussi d'avoir des apports directement en EPA et DHA. Alors, les principales sources d'oméga 3 sont les petits poissons gras, tout ce qui va être maquereau, sardines, harengs, anchois. On en trouve aussi dans les gros poissons, le saumon, le thon, l'espadon, qui sont très riches. Mais il faut limiter leur consommation parce qu'il y a beaucoup de métaux lourds. Donc, on a un effet qui va être positif au niveau des oméga 3, mais aussi des risques de toxicité au niveau des métaux lourds. Donc, tout ce qui va être gros poissons à consommer 2 fois par mois au grand maximum. Et les petits poissons, vous pouvez en manger jusqu'à 2-3 fois par semaine pour apporter un peu plus d'oméga 3. Et on retrouve aussi des œufs, de la viande qui sont riches en oméga 3, grâce à une filière qui s'appelle la filière bleu-blanc-cœur, où les animaux sont nourris avec des graines de lin et donc du coup vont avoir une viande ou les œufs, on va avoir une teneur en oméga 3 qui va être supérieure à ce qu'on peut trouver en tout cas dans les œufs de batterie ou l'élevage industriel. Alors comme je vous ai dit, voilà, il y a différentes huiles qui contiennent des oméga 3. Donc les oméga 3,
c'est ce qu'on retrouve, c'est la petite partie rouge ici. Donc, on voit que l'huile de colza, elle en contient un petit peu, mais pas tant que ça. Elle contient aussi pas mal d'oméga 6, un petit peu de saturé et beaucoup d'oméga 9. L'huile de cartame, tournesol ne contiennent absolument pas d'oméga 3. L'huile de noix en contient un petit peu plus. Le maïs, vraiment pas beaucoup. Olive, pas du tout. On est essentiellement sur des oméga 9. On en retrouve un peu dans l'huile de soja, l'huile de germe de blé. Et celle qui est la plus riche en oméga 3, c'est l'huile de lin. Sauf que l'huile de lin est très, très, très fragile. Les oméga 3 ne supportent absolument pas ni la chaleur, ni la lumière. Donc, quand on achète des bouteilles d'huile de lin, il faut être très prudent. Il faut que ce soit des petites bouteilles qui soient avec un emballage opaque, gardées au frigo, à consommer dans les 3 mois. Donc, il vaut mieux privilégier la forme en gélule, où les gélules, du coup, elles vont être protégées de l'oxydation plutôt que de prendre énormément d'huile de lin, car il y a un risque de toxicité par rapport à ça. Voilà. Et l'huile de coco, l'huile de palme n'en contiennent absolument pas. Elles sont vraiment très riches en huile saturée. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu la transformation justement sur les oméga 6 et les oméga 3 qui suivent des voies un petit peu parallèles et qui doivent subir un certain nombre de transformations. Donc là, on retire un atome d'hydrogène, on rajoute ensuite des carbones et on retire un autre atome d'hydrogène pour obtenir EPA, DHA qui vont avoir des propriétés anti-inflammatoires. Les oméga 6, pareil, on a un certain nombre de transformations enzymatiques, mais on va se retrouver avec des composés pro-inflammatoires. Après, à toutes ces transformations enzymatiques, elles ne fonctionnent pas bien chez les enfants, les seniors, quand on est malade. Tiens, justement, en cas de candidose, donc ça c'est une prolifération de champignons dans les intestins. En cas de stress, si on consomme de l'alcool, si on est diabétique, si on a une thyroïde qui ne fonctionne pas, si on prend des acides gras trans, donc des acides gras qui sont chauffés, ou en cas d'anti-inflammatoire ou de corticoïdes, ou s'il y a des oméga 6. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on est tous plus ou moins dans une ou l'autre de ces catégories quand on n'en a pas plusieurs. Donc, se dire, je vais prendre des huiles de colza, comme on le dit, ou même des margarines oméga 3 qui sont faites à base de tournesol avec un petit peu de colza. De toute façon, il y a très, très peu de chances que vous arriviez à les transformer pour avoir des composés anti-inflammatoires. Donc, c'est vraiment important d'avoir un apport directement en huile directement de poisson ou à consommer des maquereaux, des sardines, des petits poissons gras. Alors, les oméga 3, ils ont vraiment un rôle très important au niveau de l'inflammation. Ouais. Quand on a une teneur en oméga 3 qui est suffisante, on va avoir une réponse immunitaire adaptée et qui va être protectrice. Et ça, c'est la réponse physiologique. Par contre, si on a trop d'oméga 6, on va avoir une réponse inadaptée, mal contrôlée, qui va être agressive. Et donc, du coup, on passe au côté pathologique. C'est comme si à un moment donné, pour écraser un moustique, plutôt que de faire juste une toute petite tape, vous utilisiez un gros bazooka. Vous allez vous retrouver avec une réaction immunitaire qui va être beaucoup trop forte et qui, elle, va poser des problèmes parce qu'elle va avoir du mal à se résoudre et donc, du coup, créer une inflammation qui dure. Et c'est ça qui va entraîner des douleurs chroniques ou d'autres maladies, ce qu'on appelle de civilisation, qui sont chroniques, qui sont à la base une inflammation qui va être mal contrôlée, inadaptée. Ensuite, alors, ça c'est important aussi, c'est vraiment bouger, respirer, l'activité physique régulière, sans excès. Je ne dis pas qu'il faut aller faire un marathon toutes les semaines. Va avoir une action pour réduire l'anxiété, réduire les risques de dépression, va agir de manière positive au niveau du bien-être mental, physique. Elle va réduire la sécrétion de cortisol, donc c'est l'hormone du stress, et quand il y a trop de cortisol, on recrée de l'inflammation aussi. Donc l'activité physique, elle va stimuler le système immunitaire, donc permettre d'avoir un peu plus de globules blancs qui vont nous aider.
Voilà, et il y a une action de renforcement au niveau des os. Et ça réduit, voilà, sur les dernières études, de 50% le risque d'hospitalisation en cas de Covid. Donc, du coup, c'est quand même intéressant. Le stress, voilà, va générer une sécrétion accrue de cortisol et qui va, elle, faire baisser le système immunitaire, les défenses immunitaires. Et il y a un certain nombre de techniques de gestion du stress qui peuvent être intéressantes, comme les exercices où on pratique la respiration, comme le yoga, le pilate, tout ce qui va être cohérence cardiaque. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette petite application qui s'appelle Respire Relax, qui permet, alors c'est une petite bulle qui monte et qui descend, qui nous permet, voilà, d'inspirer pendant 5 secondes, d'expirer pendant 5 secondes. Et le petit exercice, voilà, dure 5 minutes, 3 fois par jour. Et le fait de faire ça de manière régulière, voilà, va avoir des effets au niveau du stress qui sont supérieurs à ceux d'un antidépresseur, avec pour le coup aucun effet secondaire. Donc, c'est tout bénéfice. Et c'est vraiment quelque chose qui permet au corps de ne pas partir comme une bombe dès qu'il y a une petite attaque. L'alimentation, on en a déjà parlé un petit peu, mais elle est importante du coup pour apporter, voilà, les vitamines, les minéraux, mais faire surtout attention à ne pas apporter trop de toxines, les pesticides, les fongicides, tout ce qui va être hormones, phtalates, qui vont bloquer l'absorption des vitamines et des minéraux dont on a besoin. Donc l'alimentation, elle doit être au maximum colorée, bio, locale et de saison, parce que c'est comme ça qu'elle va apporter un maximum de vitamines et d'antioxydants. Et pour bien assimiler tous ces nutriments, il est impératif de bien mastiquer parce que si vous avalez tout rond ce que vous mangez, forcément, vous ne bénéficierez pas des vitamines et des minéraux qui ont besoin d'être découpés pour bien être assimilés. Donc, votre estomac n'a pas de dents, donc pensez à bien mastiquer dès que vous mangez quelque chose et mangez bien au calme, pas devant la télé ou en faisant autre chose sur le téléphone ou l'ordinateur. L'alimentation, elle doit être riche en prébiotiques pour nourrir les bonnes bactéries intestinales. Parce que les intestins, comme on l'a vu, c'est une des barrières de défense au niveau de l'immunité. Donc, c'est important d'avoir de bonnes bactéries. Et les bactéries, elles ont besoin de fibres pour se nourrir, pour se développer. Vous allez trouver la majorité de ces fibres dans les aliments, l'ail, l'oignon, les poireaux, tout ce qui va être petite épaule, les céréales complètes qui sont plus riches en fibres, mais à ce moment-là, il faut absolument les prendre en bio parce que sinon, il va y avoir des pesticides. Tout ce qui va être pané, les bananes pas trop mûres, tous les produits fermentés comme la choucroute, le kéfir, le kombucha, qui sont des boissons fermentées. Et aussi, peut être intéressant, tout ce qui va être pommes de terre cuites à la vapeur, on va garder 24 heures au frigo. Comme ça, on a une modification de la structure de l'amidon qui va se transformer en amidon résistant et qui va permettre ainsi de se transformer en prébiotique pour nourrir nos bonnes bactéries. Voilà, on a parlé un petit peu des intestins. Donc, les intestins, vous connaissez tous, hein, ça mesure 7 à 8 mètres de long. Si on met à plat les intestins, on se retrouve avec une surface d'absorption de plus de 30 mètres carrés, ce qui est quand même énorme. On parle d'un équivalent d'un terrain de tennis. La membrane de l'intestin, elle est recouverte de plis, de villosités pour augmenter les surfaces d'échange avec le réseau sanguin. Et c'est là que la majorité des protéines sont ainsi assimilées, ainsi que les glucides, les lipides et du coup une partie des vitamines et des minéraux. En cas de perméabilité, donc si les intestins sont poreux, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un leaky gut, donc quelque chose de pathologique. En fait, au niveau de l'intestin, les villosités, ça fait comme des petits replis qui vont permettre d'absorber toutes les vitamines et les minéraux. Quand il y a un souci, que vous avez la diarrhée ou des problèmes intestinaux, on se retrouve des villosités qui sont réduites de moitié. Donc, c'est comme si on avait coupé le terrain de tennis en deux. Donc, vous avez 2 fois moins de surface d'absorption au niveau des échanges. Souvent, on n'a plus de mucus. Donc, le mucus nous fait une barrière contre les hôtes indésirables et va empêcher les fragments de protéines, de bactéries de passer dans la circulation sanguine. Donc, c'est important, du coup, d'avoir un intestin qui soit en bonne santé, en bonne forme, justement pour avoir
une bonne absorption des vitamines, des minéraux et réduire l'absorption des antigènes, des pathogènes, des toxines qui, elles, vont aller dans le circuit sanguin et créer des inflammations aussi à distance. Et la cause principale des intestins poreux, c'est souvent la malbouffe, le stress et une petite composante au niveau de la génétique. Voilà. Alors, quand on a des intestins qui ne fonctionnent pas, en général, on le sait. Souvent, on a mal au ventre, on a une fatigue chronique, nervosité, l'impression d'avoir la tête dans le brouillard, des troubles du transit, que ce soit de la diarrhée, de la constipation, des problèmes de peau aussi, parce que les intestins permettent d'éliminer les toxines. Quand ça ne marche pas, les toxines, elles restent, elles vont se fixer au niveau des articulations ou elles essayent de sortir par la peau. Donc, souvent, quand on se retrouve avec trop de boutons, ça peut être un problème de foie, mais ça peut être aussi un problème de peau. Et tout ce qui va être douleurs articulaires, des douleurs, vraiment l'impression d'avoir ce qu'on appelle le brain fog, du mal à penser, avoir les pensées un petit peu confuses, ce qu'on dit la tête dans le brouillard. Alors, les causes d'un microbiote déséquilibré, elles sont nombreuses, elles sont multiples. Soit effectivement du sport très intensif, parce que la glutamine qui protège les intestins, elle va servir à aller augmenter la masse musculaire. Donc, les sportifs de haut niveau, souvent, ont des intestins en très mauvais état. Le stress va perturber beaucoup de choses. Ensuite, tout ce qui va être virus, gastro-entérite, le syndrome de l'intestin irritable, tout ce qui va être maladie de Crohn. Les intoxications alimentaires aussi, parce qu'ils vont créer une chasse au niveau intestinal, et les antibiotiques. Voilà, les antibiotiques vont détruire en fait les virus, enfin les bactéries, les mauvaises bactéries, mais aussi nos bonnes bactéries au niveau intestinal. Alors, pour bien protéger les intestins, c'est important de bien mastiquer, comme on l'a dit tout à l'heure, de manger varié, coloré, pour avoir beaucoup d'antioxydants qui vont avoir un effet protecteur, d'éviter tout ce qui va être antiacide, qui vont perturber la digestion des protéines et donc du coup entraîner une prolifération de mauvaises bactéries, de prendre de la glutamine qu'on retrouve principalement dans la viande. Donc, les personnes qui sont complètement végétariennes ou véganes ont des fois un peu des carences en glutamine, qui est un acide aminé. Et de prendre souvent des probiotiques. Il y a des souches qui vont être plus anti-inflammatoires que d'autres. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les aliments qui sont riches en... Alors, tout à l'heure, on a vu les prébiotiques qui vont être les nourritures pour nos bonnes bactéries. Et là, les probiotiques, ce sont des aliments qui contiennent des bactéries qui sont bonnes pour nos intestins. Donc, c'est essentiellement les produits fermentés, tout ce qui va être choucroute, soja lacto-fermenté, tout ce qui va être sauce tamaris, soja, le miso, le kimchi, les légumes fermentés, les cornichons, les olives, les boissons fermentées, comme on a vu tout à l'heure, kéfir, kombucha, la levure de bière vivante qui va permettre de donner de bons probiotiques et bien sûr des gélules de probiotiques, on en trouve de plus en plus. Alors, on a besoin de varier les souches, d'avoir une teneur en probiotiques suffisante. Alors, ces probiotiques-là ne vont pas s'implanter, mais vont donner l'information à vos propres bactéries de se redévelopper, un petit peu comme les cheerleaders qui vont animer tout un stade. Le foie. Alors, le foie, il est hyper important aussi parce qu'il va gérer plus de 600 fonctions, dont le système immunitaire. C'est lui qui va métaboliser tout ce qui va être glucides, les lipides. Il aide au stockage, la répartition des nutriments. Il va nous aider pour la dégradation des substances toxiques. Il synthétise la plupart des protéines du sang et fabrique la bile pour nous aider à digérer le gras. Pour protéger le foie, il faut éviter tout ce qui va être repas, lourd et chargé. Attention à la consommation de sucre et d'alcool qui, eux, vont faire réduire les vitamines du groupe B. Et nous avons énormément besoin de vitamines du groupe B pour pouvoir détoxiquer. Les enzymes de détox ont besoin de vitamines du groupe B et de fer. Alors, pour le fer, il en faut ni trop ni trop peu. Si vous êtes carencé en fer, comme il y a certaines jeunes femmes qui sont anémiées, qui ont beaucoup de pertes au niveau de leurs règles et qui se retrouvent avec des taux de ferritine, de fer qui sont très, très, très bas, en fait, ça va perturber le foie.
Et dans le cas inverse, les personnes qui mangent énormément de viande vont se retrouver avec un niveau de fer qui va être trop élevé. Et ça va conduire à créer d'autres inflammations. Voilà. Et le foie a besoin d'acides aminés aussi en parallèle pour fonctionner. L'un des principaux minéraux dont on a besoin pour le système immunitaire, c'est le zinc. Alors, le zinc, il est indispensable pour tout ce qui va être renouvellement cellulaire parce qu'il aide à stimuler l'immunité contre les virus. Il a une action antivirale directe. Voilà, il va avoir une action de régulation aussi au niveau des protéines, des jonctions serrées au niveau intestin. On en trouve principalement dans les huîtres, les fruits de mer, les poissons, dans la viande, germes de blé, les céréales quand elles sont complètes et bio, parce que si elles ne sont pas bio, les pesticides vont perturber l'assimilation du zinc. On en trouve aussi un petit peu dans tout ce qui va être lentilles, cresson, soja. Alors, en cas de grosse carence de zinc, ça peut conduire à une perte du goût et de l'odorat. On l'a vu pour le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des pertes de goût et d'odorat. Et c'était essentiellement les personnes qui étaient carencées en zinc avant de tomber malades. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable à prendre. Et souvent, les personnes âgées sont souvent carencées en zinc. C'est aussi pour ça que je pense qu'elles ont fait des formes au niveau du Covid qui sont un petit peu plus graves. Un des autres minéraux qui est intéressant, c'est le magnésium. Voilà, c'est un cofacteur enzymatique pour tout ce qui est cellules qui se divisent. Elle permet la reconnaissance en fait au niveau des cellules immunitaires et aide les lymphocytes T à se développer. Et elle aide aussi, c'est un cofacteur de la vitamine D. Donc, beaucoup de femmes, principalement, sont carencées en magnésium. Et ça se manifeste en général par des petits titillements au niveau des yeux, au niveau des paupières. On retrouve beaucoup de crampes, tétanine, nervosité. Voilà. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve quand les ongles et les cheveux sont abîmés. C'est les maux de tête aussi. Quand les maux de tête commencent le matin tôt, c'est souvent une carence en magnésium. Voilà. Et s'il n'y a pas assez de magnésium, ça peut entraîner de la fatigue et une plus grande susceptibilité au stress. Alors, le magnésium, on en trouve où? Dans le chocolat, mais ce n'est pas une raison pour faire tomber toute la tablette, parce que le foie, du coup, il risque d'avoir un petit souci. On en trouve aussi beaucoup dans les oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes, et certaines boissons qui sont riches en magnésium, comme l'hydroxydase. Mais ces eaux ne doivent pas être prises de manière quotidienne, mais uniquement sous forme de cure, car le corps a besoin d'une eau qui soit pure pour aider à éliminer les toxines. Voilà, au niveau immunité, barrière, c'est aussi les mains. Donc, pensez à bien se laver les mains le plus souvent possible. Une fois qu'on est allé dans des lieux où il y a du public, voilà, les magasins, grandes surfaces, les pharmacies. On peut aussi faire des petites solutions avec des huiles essentielles qui vont avoir une action antivirale, antibactérienne. Alors, sur les huiles essentielles, il faut toujours faire un test d'allergie pour être sûr que vous ne faites pas d'allergie, justement, qu'il n'y ait pas de réaction cutanée qui se fasse. Alors, je vous ai fait un petit complexe d'huile essentielle qui va renforcer l'immunité à base de ravinsara, de laurier, de titri, que vous pouvez mettre dans une huile végétale et de vous appliquer 10 gouttes par jour du mélange sur le plexus et sur les poignets, 2-3 fois par jour. Ne pas oublier de faire un test d'allergie. Et voilà. Et donc ça, ce sont des huiles qui vont vous aider à renforcer votre système immunitaire et à vous protéger des virus et des bactéries. Voilà. Donc, pour faire un petit résumé, bien dormir, pratiquer une activité physique régulière, gérer son stress, faire des exercices de respiration, cohérence cardiaque, avoir une alimentation qui soit colorée, pour qu'elle soit riche en antioxydants, bio pour limiter les pesticides, local et de saison parce que c'est là qu'il y aura le plus d'antioxydants, de penser à bien mâcher, de manger des petits poissons gras ou alors prendre une supplémentation en oméga 3 sur des huiles de poisson riches en EPA, DHA, faire attention à ses intestins, éviter tout ce qui va être diarrhée, constipation et donc de prendre du zinc, de la glutamine, des probiotiques si nécessaire, soutenir le foie, donc avec des vitamines du groupe B, faire attention à son statut en fer
Ne pas hésiter à prendre de la vitamine D, de la vitamine A s'il y a des carences. Prendre de la vitamine C en hiver. Il n'y a pas de risque de surdosage de la vitamine C, comme c'est une vitamine qui est soluble dans l'eau. Quand il y en a trop, elle est éliminée directement dans les urines. Ne pas hésiter à se complémenter en zinc, en magnésium, parce qu'il y a souvent des carences. Voilà. Et puis partager, communiquer, rire, aimer, passer du temps avec les uns et les autres, parce que c'est comme ça aussi qu'on renforce son système immunitaire. Voilà, j'espère que ma présentation vous a plu et je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci Muriel pour cette présentation. Moi, j'ai encore appris des choses. C'est vrai que je dors pas, tu vois, rien que la base de respecter des horaires de coucher. Tu vois, ça, c'est en tout cas, en ce qui me concerne, c'est un vrai sujet parce que quand tout le monde est couché, je me dis, oh, allez, je vais en profiter pour me détendre, etc. Et puis, c'est pas forcément la meilleure chose, en fait. Et c'est vrai que c'est un challenge d'essayer de se coucher, d'arriver à se détendre tout en respectant des horaires de coucher. Tu vois. Ouais, Sinon, moi, j'ai l'impression de retourner direct le lendemain. Et en fait, voilà, quoi. Et le corps, il a besoin de stabilité. Hein. Il a besoin d'avoir ces rythmes pour savoir un petit peu comment il va gérer. Et si maintenant, voilà, à ton âge, tu gères ton sommeil, après, on se retrouve avec des décalages de phase. Et en prenant de l'âge, le corps, il n'arrive plus à retrouver ses horaires et on se retrouve avec des gros problèmes d'insomnie après qui viennent. Et donc, du coup, ce qui va entraîner aussi des problèmes au niveau de l'immunité pour plus tard. Donc, c'est important. Pascal nous dit merci, très riche, gratitude. Merci Pascal. Alors, si tu ne peux pas intervenir parce que tu as une problématique technique, mais merci pour ton retour. Vous pouvez écrire les questions dans le chat si vous souhaitez. Moi aussi, ce qui m'a intéressée dans ta présentation, c'est de revoir un petit peu le fonctionnement biologique. Je trouve que c'est vraiment intéressant de se rendre compte de ce que ça peut donner. Tu vois, quand tu montrais aussi comment dire, l'intestin, le terrain de tennis, là, qui pouvait se diminuer, et ce que ça peut donner en termes de... Mais c'est vrai que et encore, ouais. Et là, au niveau de l'immunité, j'ai vraiment simplifié, parce que quand on rentre vraiment dans le détail, on se retrouve sur quelque chose qui est extrêmement complexe. Après, c'est important d'avoir déjà une première vision simplifiée pour pouvoir mettre les choses en pratique directement. Voilà. Mais après, notre corps est une machine qui est hyper compliquée et c'est pas évident de tout comprendre comment ça fonctionne. Mais voilà, là, c'est important de savoir au quotidien ce qu'on peut appliquer de manière régulière pour se protéger. Ouais, et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est les détails que tu mets sur OK, telle particule, mais attention, prenez-la comme ci, comme ça. Tu vois, la vitamine D, moi, clairement, je ne fais pas du tout, tu vois. Je me souviens, en plus, on en avait parlé de la vitamine D, mais tu vois, je ne me souvenais pas de la modalité de la prise, quoi. Et oui. Et donc, tu peux avoir des bons produits, mais si tu ne les prends pas correctement. Et puis, ça me fait penser aussi à ce que tu disais sur vraiment bien mâcher. Et c'est vrai que souvent, notamment quand on est indépendant aussi, le midi, on a tendance à manger un peu vite fait, parfois devant l'ordinateur. Et c'est vrai que c'est pas... En fait, la digestion, elle commence par les yeux. Donc, en fait, tu as besoin de regarder ce que tu manges pour pouvoir bien l'assimiler. Le corps, il va fabriquer les enzymes, les sucs gastriques, tout ça en fonction de ce qu'il voit. Il y a des études qui ont montré que quand les enfants mangent devant la télé, ils consomment 30% de calories en plus. Ah oui. Donc, le corps ne gère pas du tout quand les yeux sont occupés à autre chose. Donc, quand tu regardes ton téléphone, un ordinateur, ou que tu es concentré sur autre chose, ou que tu regardes la télé, tu vas consommer 30% de nourriture en plus, ce qui peut entraîner des problèmes de surpoids ou d'autres choses. Mais en tout cas, une mauvaise assimilation, parce que ton corps, il ne va pas gérer la bonne quantité d'enzymes pour la digestion du repas. Donc, plateau télé, pas une bonne idée. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire une fois de temps en temps pour garder le côté convivial, mais ça ne doit pas être une habitude. Et comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de manger et qui se mangent un petit sandwich entre deux au boulot en train de répondre à des mails et tout ça. Là, du coup, c'est clair qu'elles ne vont absolument pas digérer ce qu'elles ont mangé.
Dans ces cas-là, il vaut mieux sauter un repas, ne pas manger, plutôt que de manger en 30 secondes en faisant autre chose. Oui, c'est ça, il vaut mieux carrément ne pas manger, quoi. Oui, dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas manger parce que de toute façon, ce que tu vas manger, tu ne vas rien absorber. Ah oui, ok, intéressant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'en profite moi, puisqu'il n'y a pas trop de questions pour rebondir et puisqu'il peut vous donner aussi des éléments complémentaires. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'était sur voilà, ce mélange de bon sens quelque part et de aussi se dire, tu vois, moi, quand j'ai eu un enfant, on nous dit il faut le supplémenter, etc. Et nous, ça ne nous plaisait pas. On disait, non, mais normalement, l'être humain, il est équipé pour arriver avec ce qu'il lui faut. Et nous, on n'a pas voulu rajouter des choses. Mais c'est vrai que aussi, ben, vous pouvez contacter Muriel en individuel, sachez-le. Elle ne travaille pas que à Bouc-Bel-Air. Mais justement, c'est ça, c'est que selon les individus, ben, en fait, on ne va pas spécialement avoir les mêmes. On va peut-être avoir besoin d'être supplémenté, justement, selon ce qu'on fait, selon nos vies, selon notre âge. Et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant de se dire, OK, peut-être à des moments aussi, c'est peut-être OK. Par contre, peut-être pas prendre l'habitude de prendre ça tout le temps. C'est quand même plus sympa de manger équilibré plutôt que d'avaler des gélules. Après, il ne faut pas oublier que l'alimentation moderne, elle est de plus en plus carencée. La teneur en vitamines, en minéraux, sur les 50-70 dernières années, elle a énormément chuté. La teneur d'une pomme en vitamine C, elle est 50 fois moins forte que celle de 1950. Donc, et on ne peut pas manger 50 fois plus de pommes pour avoir le bon taux de vitamine C. Donc, dès qu'on est un petit peu fatigué, dès qu'on est un peu âgé, dès qu'on est un peu stressé, tout ça, on a aussi besoin de plus de vitamines et de minéraux parce que l'alimentation, déjà les sols sont appauvris, donc il y en a quand même beaucoup moins dans l'alimentation moderne que ce qu'il y avait avant la guerre. Parce que en fait, tout ce qui va être agriculture intensive va appauvrir les sols de manière dramatique et il n'y a quasiment plus rien au niveau des sols. Donc maintenant, en fait, les aliments sont enrichis avec des engrais chimiques et tout ça, mais donc du coup, sont très pauvres en nutriments. C'est pour ça que dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, c'est vraiment important d'apporter des vitamines et des minéraux de manière externe, sous forme de gélules ou autre, des compléments. Moi, je préférais qu'on n'ait pas à en prendre. Mais malheureusement, l'alimentation moderne, notre train de vie fait que si on est un peu malade, déjà, pour éviter de l'être encore plus, il faut souvent se supplémenter. Ok. Et qu'est-ce que tu penses des produits type qui sont vendus en Biocoop et qui sont enrichis? Mettons, je pense aux laits végétaux, tu vois, des fois, qui sont enrichis en vitamines, en ceci, en cela. Je vais dire oui et non. C'est toujours pareil, ça dépend de quelle vitamine, ça dépend de quelle proportion. Ouais. Des fois, c'est souvent enrichi en algues pour avoir un tout petit peu d'algues, avoir un petit peu de calcium. On n'est pas forcément sur des doses qui sont suffisantes. Donc, ça, c'est toujours pareil. C'est très difficile de donner quelque chose de général alors qu'on est tous différents. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder ce qui est le plus adapté à chacun. Oui, toujours. De toute façon, là, ta présentation nous permet de prendre conscience de certaines choses de base, comme ne pas manger devant un écran, comme se coucher à heure régulière, des choses basiques, et puis de se dire que pourquoi pas se faire aider et se faire complémenter. Dans ces cas-là, c'est bien de prendre un rendez-vous avec toi, par exemple, pour justement étudier qu'est-ce qui est le plus pertinent pour nous, pour pas non plus avaler 50 pilules et puis n'importe comment aussi parfois. Parce que si, comme tu parlais de l'assimilation, faire attention à l'assimilation, quoi. Parce que ce n'est pas parce que vous prenez quelque chose que ça sera forcément bien assimilé. Par exemple, l'exemple de la vitamine D, si tu mélanges la vitamine D dans un verre d'eau, la vitamine D, elle va se mettre sur le bord du verre et elle ne sera pas bien assimilée. Elle a besoin de gras pour être transportée. Donc il y a un certain nombre de choses. Si ce n'est pas pris au bon moment, et puis c'est pareil, si la mastication n'est pas efficace, il va y avoir beaucoup de carences qui seront simplement parce que les aliments ne sont pas bien assimilés. Ça peut être aussi des manques d'enzymes ou des manques de bile pour la digestion du gras
tout ça. Donc, il y a un certain nombre de choses. Donc, sur les bilans, moi, je vérifie effectivement tous ces cofacteurs et je tiens à m'assurer que voilà, les aliments, les nutriments sont bien assimilés et vont bien là où ils doivent aller. Oui, et ce qui est fou, c'est que clairement, moi, ce qui me concerne, la vitamine D, je la mettais dans l'eau. Hein. Et tu la mets pas dans un yaourt non plus, par exemple? Non, la vitamine D, il faut la mettre directement dans la bouche. Donc, tu la mets soit dans une cuillère et tu la mets en bouche, soit tu fais couler les gouttes directement dans la bouche. Il ne faut pas la mélanger à autre chose, ça ne sert à rien. Mais c'est fou comme quand on te le prescrit, même pour les enfants, on ne te le dit pas. Hein. C'est un top. Si tu le mets dans l'eau, tu peux être sûr que tu n'en absorbes pas la moitié. Ouais. Et puis en plus, selon la vitamine D que tu absorbes, que tu achètes, en plus, tu diminues encore plus Voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce qui peut faire que des fois, on va se dire, mais ça ne marche pas, c'est nul ce truc, mais en fait, c'est juste que tu ne l'as pas pris correctement. Quoi. Oui, et puis ça nécessite des cofacteurs. La vitamine D, pour fonctionner, elle a besoin de la vitamine A. Si tu peux avoir un taux super de vitamine D, mais que ton taux de vitamine A, il n'est pas bon, ta vitamine D, elle ne sera pas efficace. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça. C'est vrai, c'est ce que tu nous as expliqué. Il y a des vitamines qui fonctionnent en synergie. Si tu en donnes que l'une et tu ne donnes pas l'autre, et qu'il y a une carence sur l'autre, ça ne marchera pas. La première ne marchera pas. Ok, ouais. Oui, et quand on pense que tu nous as fait simple. Et j'ai fait très simple. Pour moi, c'était franchement très, très riche. Je vous invite à ceux qui sont là, parce que les ateliers Inspire the Change, c'est quand même interactif. Donc, si vous êtes là et que vous avez envie de poser des questions à Muriel, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. C'est fait. Juste, mille merci déjà pour la présentation super didactique, claire et qui nous donne vraiment les bases, qui nous donne envie de continuer. Pour aller sur la vitamine D, est-ce que quel taux tu recommanderais du coup? Parce que ce n'est pas forcément les taux des labos, on est d'accord? Non, ce n'est pas les taux des labos. Pour vraiment avoir un impact au niveau immunitaire, déjà, c'est 50-60. Alors, c'est des microgrammes par millilitre, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sur le taux qui va normalement à 100. Et dès qu'une personne est un peu âgée, elle peut avoir un problème de santé, comme un cancer ou autre, on a une action au niveau de l'immunité avec un taux entre 80 et 90. Mais vraiment, déjà à la base, pour avoir une bonne immunité, c'est minimum 50, voire 60. 50-60 slash UL, je ne sais pas quoi là. Alors, c'est les microgrammes par millilitre. Alors, il y a 2 unités, donc c'est sur les plus petits montants. D'accord. Et sur la complémentation du magnésium, s'il y a des petites myoclonies, des petites choses qui sautent au niveau des paupières, comme tu évoquais tout à l'heure, c'est la clinique qui prime. Là, il n'y a pas de taux particulier parce que ce n'est pas fiable, on est bien d'accord. Le taux de magnésium, il n'est pas fiable. C'est vraiment la clinique, comme tu dis, qui est importante. Et s'il y a une susceptibilité au stress aussi. C'est-à-dire que quand on manque de magnésium, on va être beaucoup, beaucoup plus réactif au stress. Vous faites boum derrière quelqu'un, s'il sursaute et il saute de 2 mètres, vous pouvez être sûr qu'il est carencé en magnésium. Bon, ça va alors. Pas carencé pour l'instant. Et du coup, au niveau du zinc, est-ce que les dosages sont fiables ou est-ce que c'est important de le doser ou pas? Le zinc, oui, moi j'ai tendance à le doser. Pour moi, les dosages sont relativement fiables. La majorité des gens sont vraiment dans la limite basse et il vaut mieux essayer d'être dans la limite haute. Donc ça, c'est relativement fiable. En général, il n'y a pas trop de soucis sur les dosages en zinc. Et ça, tu le doses en prise de sang pour savoir où Oui, ça se dose en prise de sang. C'est remboursé si tu as une ordonnance. Et même de toute façon, ce n'est pas un dosage qui est très cher, donc c'est un dosage qui peut se faire tout seul. Hein. Voilà. Après, vous ne prenez pas beaucoup de risques à prendre une petite supplémentation de zinc en hiver, au moment où il y a beaucoup d'infections. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de surdosage en zinc non plus. Donc, vous pouvez tout à fait faire une cure de 2-3 mois en zinc. Ce sera toujours mieux de se baser sur une prise de sang, mais il n'y a pas beaucoup de risques à prendre si on reste dans des doses physiologiques entre 10 mg, 20 mg de zinc par jour. Il n'y a pas trop de soucis de le prendre sur 2-3 mois pendant l'hiver.
Et alors, pourquoi pendant l'hiver spécifiquement ou que pendant l'hiver? Parce que... Par rapport à cette question d'immunité, on a quand même beaucoup plus de virus hivernaux en hiver, c'est le cas de le dire, et les gens tombent quand même beaucoup moins malades en été, parce qu'il fait plus beau, on mange aussi peut-être mieux aussi, on sort plus, donc voilà, tout ce qui va être rhume et tout ça, il y en a quand même beaucoup moins, les rhumes, les angines, les otites, il y en a quand même beaucoup moins en été. D'accord. Et bien, merci. De rien. Quand tu parlais justement tout à l'heure du magnésium, et là, Sandrine t'en reparlait, moi je me demandais, quand on est en période de règles pour les femmes, le fameux syndrome prémenstruel, moi, en ce qui me concerne, mais je ne suis pas la seule à être assez irritable, est-ce que ça peut être lié? Est-ce qu'on peut améliorer ce SPM en lien avec le magnésium ou pas spécialement? Alors, de toute façon, ça ne te fera pas de mal de prendre du magnésium sur les 15 jours avant tes règles. Ça, c'est clair, parce que ça peut jouer aussi au niveau de l'irritabilité. Il y a peut-être un lien direct, mais je ne le vois pas là. Après, tu vas avoir d'autres plantes, des plantes en général progestérone-like, qui peuvent aider à réduire ce syndrome prémenstruel, qui peuvent être très importantes. Mais là, il faut voir aussi, parce que souvent, il y a un déséquilibre sur la balance oestrogène-progestérone. Juste avant les règles. Donc, c'est plus là-dessus qu'il faut agir. Après, prendre du magnésium pendant cette période, de toute façon, ça ne te fera pas de mal. Et ça peut effectivement réduire l'irritabilité qui est souvent liée. D'accord, merci. Il faudrait faire une présentation dessus. Je pense que ça intéresserait pas mal de dames ou de jeunes filles. Oui. Oui, ben c'est sûr qu'on pourra refaire... dans quelques temps, si Muriel a de la dispo, on pourra en reparler, ouais, effectivement. Oui, on pourrait faire ça. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Ou co-animer, moi je peux aussi venir chez Muriel, je te donne un micro. Quand tu veux. Est-ce que vous avez encore des questions? Auquel cas, sinon on va clôturer avec Muriel. Peut-être juste encore une dernière par rapport aux antiacides qui sont à éviter. Ça, on a bien, c'est très, très clair là-dessus. Par quoi on peut les remplacer éventuellement s'il y a nécessité? Est-ce qu'il y a des compléments, des choses? Oui, il y a certains compléments alimentaires qui vont aider. Principalement, alors c'est le lithotame qui peut donner de bons résultats sur les acidités gastriques, qui permet d'éviter un peu les reflux sans perturber l'acidité physiologique. En fait, l'acidité, elle est indispensable pour détruire les protéines. C'est-à-dire quand vous mangez de la viande, du poisson, les protéines sont des longues chaînes et il faut que l'acide puisse les découper comme un collier de perles. Si vous donnez des antiacides, la digestion des protéines ne se fera pas bien et il y aura une moins bonne assimilation des acides aminés. Donc, prendre un antiacide sur quelques jours parce que vous prenez un anti-inflammatoire à côté pour protéger l'estomac, il n'y a pas de souci. Mais certaines personnes vont prendre des antiacides, des IPP, sur une longue période et là, donc ça va poser un problème effectivement au niveau de l'assimilation des protéines. Donc, il faut réduire très progressivement parce que si on arrête tout d'un coup, on va avoir un reflux d'acide très fort avec tous les symptômes RGO, remontée acide qui vont être très fortes. Donc, il faut réduire progressivement et on peut prendre du lithotame qui va en fait un petit peu tamponner l'acidité mais sans bloquer l'assimilation des protéines. Voilà, et surtout bien travailler. Après, on peut aussi, si on prend des antiacides, prendre des enzymes qui vont permettre justement de couper ce petit collier de perles, cette chaîne protéique. Voilà, et ce qui peut limiter en fait les effets négatifs des antiacides. Quand on n'a pas le choix, chez certaines personnes, c'est impossible de les retirer parce qu'elles en prennent depuis trop longtemps. Et super, merci de l'info. Et du coup, est-ce que on peut prendre ça au long cours au final? Le lithotame, oui. Le lithotame, a priori, il n'y a pas trop de contre-indications à le prendre sur le long cours. Après, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais quand même. S'il y a moins de reflux et tout, effectivement, il vaut mieux arrêter. Mais voilà, après, c'est à voir pour chacun ce qui est possible ou pas de faire.
Merci Muriel. Voilà. Le magnésium, ça ne pose pas aucun problème de le laisser sur le long cours parce que beaucoup de femmes, notamment, sont carencées. Puis on a un rythme de vie qui est tellement stressant que de toute façon, tout le magnésium qu'on a, on a tendance à l'éliminer dans les urines. Donc, on est tous carencés. Voilà, le lithotam, comme si ça va quand même tamponner un petit peu l'acidité, je ne suis pas forcément sûre que ce soit une bonne chose de le prendre sur du très long terme. Le magnésium, si tu peux nous redire, vous pourrez donc bien sûr re-regarder la présentation de Muriel dans votre espace membre de la tribu Inspire the Change. Mais là qu'on y est, est-ce que tu nous as dit qu'il y avait une manière particulière de le prendre, le magnésium, ou pas? Alors, il n'y a pas forcément de manière. Par contre, le magnésium, il y a plusieurs transporteurs de magnésium, donc plusieurs sels de magnésium. Donc, certains qui sont bien assimilés, d'autres qui le sont beaucoup moins. L'oxyde de magnésium, ce qu'on appelle communément le magnésium marin, va avoir un effet un peu laxatif et pas forcément le magnésium qui est le plus assimilé, le mieux assimilé. On va trouver le citrate, le bisglycinate et le glycérophosphate qui sont des sels de magnésium qui sont quand même plutôt bien tolérés, sans impact au niveau digestif. Et moi, j'ai plutôt tendance à conseiller le citrate parce qu'en plus, il a un côté alcalinisant. On a majoritairement une alimentation qui est trop acidifiante et le citrate, pour moi, est alcalinisant. Donc voilà, moi, au niveau de ma pratique, j'ai plutôt tendance à conseiller le citrate de magnésium. Et donc en gélule ou en poudre C'est gélule ou en poudre, ça dépend des laboratoires. Voilà. Et pas spécialement. Lui, on peut le mélanger, il y a moins de... Alors ça, tu peux le mélanger avec l'eau, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est soluble dans l'eau, donc il n'y a pas de... Enfin, le transporteur est soluble, donc tu peux le prendre par voie mélangé avec de l'eau ou en gélule, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas ce problème d'assimilation comme pour la vitamine D. Bon, retenez ça. Merci beaucoup Muriel, vraiment. Voilà, merci à toi et puis merci à tout le monde d'avoir été présent et puis pour ces questions et puis pour ce partage. Oui, et puis bon, voilà, celles et ceux qui écoutent en replay, si du coup vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à joindre Muriel. Son site, c'est naturiel.fr. Qui est en construction, donc pour le moment, il ne marche pas encore, mais il sera bientôt opérationnel. Et puis de toute façon, sinon, vous pouvez quand même la trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout. Vous pouvez aussi m'écrire hein, et je peux vous donner ses coordonnées puisque j'ai ses coordonnées. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée pour ne point se coucher trop tard, n'est-ce pas? Pour respecter déjà les bonnes préconisations de Muriel. Y a-t-il des mauvaises préconisations? Non, j'ai fait un doublon là. Merci encore Muriel et à bientôt tout le monde dans la tribu. Toute l'année, 3 fois par mois. À bientôt. À bientôt. Au revoir.